Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les taux de variation et les TCAM, les taux de croissance annuels moyens. Bon, plus que la méthode de calcul, ce seront surtout les interprétations graphiques qui nous intéressent dans le cadre de la préparation au bac. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'un taux de variation sert simplement à mesurer l'évolution d'une grandeur entre deux moments, entre deux dates. Comment on calcule un taux de variation? On utilise une formule mathématique basique. On va prendre les deux valeurs, valeur de départ et valeur d'arrivée. La valeur de départ, c'est en fait celle qui va correspondre à la plus ancienne, et la valeur d'arrivée, c'est celle qui va correspondre à la plus récente. Au numérateur, en haut, on va donc mettre la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. On va diviser le tout par, en bas, au dénominateur, la valeur de départ. On multiplie par 100, puisque le taux de variation s'exprime toujours en pourcentage. Bon, quelques exemples pour mieux comprendre la formule. Imaginons que votre argent de poche mensuel passe de 40 € à 50 € et ensuite à 45 € entre 2015 et 2017. Alors si on doit calculer le taux de variation entre 2015 et 2016, donc déjà la valeur de départ, ça va être celle de 2015, autrement dit 40 €. La valeur d'arrivée, ça va être celle de 2016, la plus récente, autrement dit 50 €. J'applique la formule, valeur d'arrivée moins valeur de départ, le tout divisé par valeur de départ, et après fois 100, on obtient 25. On fera des phrases ultérieurement. Si je dois calculer entre 2016 et 2017, pareil, le plus important c'est juste en fait de trouver la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Après, c'est juste l'application basique de la formule. Une formule, ça n'a pas de difficulté, il suffit de l'appliquer. Donc la valeur de départ, c'est la plus ancienne, c'est celle de 2016, 50 €. La valeur d'arrivée, c'est la plus récente, celle de 2017, autrement dit 45 €. J'applique la formule et j'obtiens moins 10. Alors, comment on formule des phrases avec un taux de variation? En fait, vous avez le choix entre deux verbes. Bon, il y en a un troisième, mais on l'utilise presque jamais. Vous devez impérativement utiliser soit le verbe augmenter, soit le verbe diminuer. Bon, le verbe stagner, c'est si le taux de variation est égal à 0%. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut quand même. Donc si vous trouvez un taux de variation de 0%, en gros, ça veut dire qu'il ne se passe rien en fait. La variable n'a pas bougé. L'argent de poche est passé de 40 à 40 €. Alors, si le taux de variation est positif, taux de variation positif, ça veut dire que la variable dont on a mesuré la variation a augmenté. Si la variable, c'est par exemple l'argent de poche, ça veut dire que l'argent de poche a augmenté. Il passe de 10 € à 15 €. Taux de variation positif. Alors la phrase type sera juste entre l'année de départ, donc la plus ancienne, et l'année d'arrivée, la plus récente, dans tel pays, la variable a augmenté de X%. X, c'est le taux de variation. Si inversement le taux de variation est négatif, ça veut dire qu'on est en présence d'une baisse. Donc la phrase type, c'est comme celle d'avant, simplement on va remplacer le verbe augmenter par le verbe diminuer. Entre l'année de départ et l'année d'arrivée, dans tel pays, la variable a diminué de Y%. Bon, après, si on vous donne le taux de variation, c'est beaucoup plus simple. Taux de variation positif, vous mettez que ça a augmenté. Taux de variation négatif, vous mettez que ça a diminué. Alors, si je reprends l'exemple précédent et que je formule adéquatement les phrases. Entre 2015 et 2016, on avait trouvé en fait un taux de variation de 25. 25, c'est positif, donc on va utiliser le verbe augmenter. Entre 2015 et 2016, bon, je ne mets pas en France parce que ça serait un peu étrange, l'argent de poche mensuel a augmenté de 25%. Entre 2016 et 2017, on avait trouvé moins 10. Moins 10, c'est un nombre qui est négatif. Ça veut dire que cette fois-ci, dans notre phrase, on va utiliser le verbe diminuer. Donc entre 2016 et 2017, pareil, je ne mets pas le en France parce que ça ferait bizarre. L'argent de poche mensuel a diminué de 10%. Notez bien qu'on a dit diminuer de 10%, on n'a pas dit diminuer de moins 10%. Parce qu'en fait, le moins, c'est l'équivalent du verbe diminuer. Donc sinon, on se répète. Donc c'est faux. Alors il y a des pièges à éviter avec un taux de variation. Il y en a 5 essentiellement. Tout d'abord, le fait qu'un taux de variation diminue ne veut pas dire que la grandeur dont il mesure la variation diminue. Seulement, évidemment, si le taux de variation reste positif. Bon, je traduis en français. Imaginons que votre argent de poche augmente la première année de 10% et la deuxième année, il augmente de 5%. Il augmente de 10%, après il augmente de 5%. En fait, dans les deux phrases, j'ai utilisé le même verbe, le verbe augmenter. Donc déjà, il ne faut pas vous poser de questions, votre argent de poche augmente. Après, c'est vrai qu'il augmente pas au même rythme. Il augmente d'abord de 10%, après de 5%. En fait, l'argent de poche augmente. Ce qui diminue, c'est le taux de variation qu'on a calculé. En fait, il va augmenter, mais il va augmenter de moins en moins vite, tout simplement. Attention, le piège 1 est valable seulement si le taux de variation est positif. Après, si le taux de variation est négatif, effectivement, la variable va diminuer. Piège numéro 2, on mesure un écart entre deux taux de variation à l'aide de points et non de pourcentage. En fait, c'est pas vraiment un piège, c'est plus une convention. Ça marche aussi pour les proportions d'ailleurs. Imaginons qu'on ait une hausse de 10% suivie d'une hausse de 15%. On dira que l'écart entre les deux hausses, il est de 5 points, et non pas de 5%.
C'est une erreur qui est malheureusement très courante. Piège numéro 3, on n'additionne pas les taux de variation de plusieurs périodes pour obtenir le taux de variation sur la période globale. Voilà, on va prendre un exemple, ce sera plus simple. On va partir de 100. Imaginons, vous avez 100 euros d'argent de poche. Au bout d'un an, on décide d'augmenter votre argent de poche de 10%. Donc 10% de 100, bon, bah, ça fait 10. 100 plus 10, ça fait 110. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, vous avez 110 euros. Imaginons que là, on décide encore d'augmenter de 10% votre argent de poche. Donc on va prendre 10% de 110. Attention, on part de 110, on part plus de 100, hein, parce que maintenant vous avez 110 euros. Donc on prend 10% de 110, 10% de 110, ça fait 11. Allez sur le mode de calcul d'une proportion pour retrouver la donnée. Donc 110 plus 11, ça fait 121. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans, vous avez 121 euros. Là, vous utilisez la formule du taux de variation hein, pour calculer le taux de variation entre 100 et 121 euros. Bon, c'est pas compliqué, hein, 121 moins 100, le tout divisé par 100, le tout fois 100. Bon, en fait, ça se fait de tête, ça fait simplement 21%. Donc vous voyez qu'en fait, quand on a deux hausses successives de 10%, c'est l'équivalent d'une hausse globale de 21%. Pour info, 10 plus 10, ça fait pas 21. Donc vous voyez qu'on n'a pas le droit d'additionner des taux de variation en fait locaux sur plusieurs périodes pour obtenir le taux de variation sur la période globale. Piège numéro 4, les taux de variation ne sont pas symétriques à la hausse et à la baisse. Bon, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en fait une variable augmente d'un certain pourcentage et qu'après elle diminue d'un certain pourcentage, elle retombe pas en fait à sa valeur de départ. Bon, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Si elle diminue d'un certain pourcentage puis qu'elle augmente du même pourcentage, elle ne retournera pas à sa valeur de départ. Pareil, on prend un exemple tout bête, on part de 100. En fait, quand on part de 100, c'est facile, on peut faire tous les calculs de tête. Imaginons, vous avez 100 euros d'argent de poche, vos parents décident de vous augmenter de 10%. Donc on monte à 110. L'année d'après, bah, vous avez dû faire des bêtises, et automatiquement, ils décident de baisser votre argent de poche de 10%. En fait, vous vous faites avoir, parce que si je reprends 10% de 110, ça fait 11. 110 moins 11, ça fait 99. Ça veut dire qu'une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%, c'est l'équivalent d'une baisse de 1%. En fait, vous avez moins qu'au départ. Ça marche dans l'autre sens. Hein. Une baisse de 10% suivie d'une hausse de 10%, c'est l'équivalent d'une baisse de 1% également. Et on termine, dernier piège, bon, c'est pas un piège là, c'est plus... enfin, c'est intuitif, c'est de la logique. Si les taux de variation, en fait, sont illimités à la hausse. On peut avoir des hausses de 100, 200, 300, 5000, 1 million de pourcents. En fait, souvent, beaucoup de personnes ont tendance à confondre les taux de variation avec les proportions, car les deux sont exprimés en pourcentage. C'est vrai que les proportions, alors, sauf cas particulier, ça peut arriver, mais normalement c'est du 100%. Dans 99,99% des cas, après c'est pas vraiment une proportion, c'est plus une comparaison. Mais sinon pour les taux de variation, non, il n'y a pas de limite. Hein. Si vous avez de l'argent de poche qui passe de 100 à 300 par exemple, bah, c'est l'équivalent d'une hausse de 200%. Il n'y a pas de limite à la hausse. Par contre, alors là aussi, il y a des cas particuliers, mais dans l'écrasante majorité des cas, une baisse de 100%, ça veut dire qu'il ne vous reste plus rien. Donc la baisse est normalement limitée à 100%. Bon, comment on lit un graphique en fait qui est constitué de variations, parce que c'est surtout ce qui nous intéresse dans le cadre de la préparation au bac, puisqu'il y a beaucoup de graphiques et très souvent il y a des problèmes d'interprétation. Le problème des graphiques avec les taux de variation, c'est que souvent nos yeux nous trahissent. Hein. Ils voient des choses et ces choses ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Alors pour éviter d'avoir des yeux qui voient les mauvaises choses, en fait, il faut juste être rigoureux et appliquer une méthode basique. Si vous appliquez la méthode, vous aurez juste dans 100% des cas. La méthode est la suivante. Vous vous posez deux questions. Dans l'ordre. Première question, où la droite est-elle située par rapport à l'axe des abscisses? Bon, l'axe des abscisses, je rappelle, c'est l'axe qui est horizontal. Hein. Et deuxième question, quel est le sens de variation de la droite? Si vous vous posez dans l'ordre ces deux questions, vous ne vous tromperez jamais quant à l'interprétation d'un graphique constitué de taux de variation. Bon, ça marche aussi pour les tableaux, mais les tableaux, on a moins de problèmes visuels. Alors, je vous ai mis un récapitulatif des 6 cas qui existent en fait. Bon, il y en a 7 normalement, mais le 7e, j'en parle pas, parce que le 7e, c'est si la courbe est confondue avec l'axe des abscisses, autrement dit, taux de variation de 0%, autrement dit, il ne se passe rien. Donc celui-là, on peut le mettre de côté. Bon, je vous ai mis 6 graphiques, qui sont tous à peu près identiques dans la construction. Hein. En abscisse, vous avez le temps qui s'écoule, donc de 2000, 2005, 2010, 2015, etc. Et en ordonnée, vous avez des taux de variation exprimés en pourcentage. Taux de variation de ce que vous voulez, hein. Taux de variation de votre argent de poche, taux de variation du PIB, taux de variation du revenu disponible, bon, peu importe. De toute façon, les graphiques sont valables pour toutes les situations qui existent. Alors, si je prends le graphique A. Alors, le graphique A, normalement, quand on voit ce graphique, on se dit, bah, voilà, on a une courbe qui diminue, elle est décroissante, donc ça veut dire que la variable dont je mesure la variation, elle diminue. Alors, imaginons que pour les graphiques A à F, on ait calculé le taux de variation du PIB à chaque fois. Donc là, graphique A, bah voilà, le PIB diminue.
Non, le PIB ne diminue pas pour info, il augmente. C'est vrai qu'on voit une courbe qui est décroissante, donc visuellement c'est très perturbant. Appliquons les deux phrases que j'ai communiquées il y a quelques minutes. Première phrase, où est située la courbe par rapport à l'axe des abscisses? Deuxième phrase, deuxième question à se poser, quel est le sens de variation de la courbe? Dans le graphique A, la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc les taux de variation sont positifs, donc la variable augmente. Donc déjà on sait que le PIB augmente. Ensuite, on regarde la courbe, elle est décroissante. Ça veut dire que les taux de variation vont diminuer tout en restant positifs. Donc en fait, les taux de variation vont passer de plus 3 à plus 2 à plus 1%. Ben, ça veut juste dire en fait que ici, si c'est le PIB dont on mesure la variation, que le PIB va augmenter, mais il va augmenter de moins en moins rapidement. Ce sont les taux de variation qui diminuent, mais le PIB qui continue d'augmenter. Je prends le graphique B, alors celui-là en général on ne se trompe pas, une courbe qui est croissante, ça augmente, oui ça augmente effectivement, mais c'est imprécis. La courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc effectivement, la variable dont on mesure la variation augmente. Si c'est le PIB augmente. Les taux de variation sont croissants, en fait. Les taux de variation n'arrêtent pas d'augmenter. Donc on pourra dire avec plus de précision ici qu'on est en présence d'une accélération de la hausse. L'augmentation se fait de plus en plus rapide. Je regarde le graphique C. Le graphique C, visuellement, il est perturbant. On voit un électroencéphalogramme plat. D'accord? Autrement dit, on a une courbe qui est parallèle à l'axe des abscisses. On a envie de dire que ça stagne. Pas du tout. En fait, ça augmente. Oui, si on se repose la première question, où est située la courbe par rapport à l'axe des abscisses, on voit qu'elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc déjà, on est en présence d'une hausse. Par contre, c'est vrai que les taux de variation, eux, ils ne bougent pas. D'accord, ils stagnent. Donc en fait, ça veut juste dire qu'on est en présence d'une hausse au même rythme. Le PIB augmente et il augmente chaque année du même pourcentage. Alors pas la même valeur en euros d'ailleurs, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Le graphique D, là, c'est comme pour les ABC, simplement c'est miroir, on est dans les négatifs. Dans le cas présent, on est en présence d'une courbe qui est située en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on est en présence d'une diminution. Les taux de variation sont de plus en plus petits, donc c'est une accélération de la baisse. Ça diminue de plus en plus vite. Alors, le graphique est perturbant, on voit la courbe qui est croissante, on a envie de dire que ça monte, mais attention, on est dans les négatifs, la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses, donc la variable dont on mesure la variation diminue. Mais c'est vrai que les taux de variation sont croissants, ils se rapprochent de 0, moins 5, moins 2, moins 1%. Donc en fait, simplement, on a une baisse qui est de moins en moins rapide. Et le graphique F, c'est le miroir du graphique C, simplement c'est la même chose dans les négatifs. Autrement dit, déjà la courbe est située en dessous de l'axe des abscisses, donc on est en présence d'une baisse. Simplement les taux de variation, ils stagnent, ils ne bougent pas. Donc ça veut dire qu'on baisse au même rythme. Je vous ai mis le graphique suivant, vous pouvez vous entraîner. Mettez sur pause tout de suite. Et essayez de voir un petit peu ce qui se passe pour chaque période. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous remettrez sur play, je vous donnerai les réponses. Alors les réponses sont les suivantes. Dans la période 1, on va avoir une accélération de la hausse, car la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et les taux de variation sont croissants. Période 2, on a une augmentation au même rythme. Période 3, on a un ralentissement de la hausse. Période 4, accélération de la baisse. Période 5, baisse au même rythme. Période 6, ralentissement de la baisse. Et période 7, stagnation, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'il existe également un taux de variation particulier qu'on appelle le TCAM, taux de croissance annuel moyen. En fait, ça permet de mesurer l'évolution annuelle moyenne d'une grandeur durant une période. Autrement dit, c'est comme si on calcule un taux de variation pour chaque année, et puis après, on fait une sorte de moyenne. Si par exemple, vous avez une hausse de 3%, après une baisse de 2%, après une hausse de 5%, le taux de croissance annuel moyen, ici, ce sera en fait 1,96%. En fait, c'est comme si, chaque année, on avait une hausse de 1,96%. Une hausse de 1,96% pendant 3 ans, c'est pareil qu'une hausse de 3%, suivie d'une baisse de 2%, suivie d'une hausse de 5%. Bon, on a des TCAM, mais on a également des TCTM, des TCJM, etc. On calcule un TCAM à l'aide d'outils mathématiques, mais ça, on ne le voit pas au lycée. Les pièges à éviter avec un TCAM, ce sont les mêmes qu'avec un taux de variation. Les phrases à formuler avec un TCAM, comme les taux de variation, pareil, on utilise les verbes augmenter, diminuer, très rarement stagner. Simplement, dans la phrase, on va rajouter l'expression en moyenne par an. Si le TCAM est positif, ça veut dire que, évidemment, la variable augmente. Donc, entre l'année de départ et l'année d'arrivée, ce qui va d'ailleurs correspondre à l'intervalle de la période. Parce qu'un TCAM, c'est une période, alors qu'un taux de variation, c'est plus souvent une année. Pas tout le temps, mais plus souvent. On dira que la variable a augmenté en moyenne par an de X%. Et si le TCAM est négatif, ça a diminué en moyenne par an de Y%. Je vous mets l'exemple suivant. Concentrez-vous sur le graphique. Essayez de formuler les phrases. Comme je viens de l'effectuer, vous avez les réponses juste en dessous. C'est qu'un problème d'entraînement. C'est comme les taux de variation. Simplement, il faut rajouter l'expression en moyenne par an. C'est tout.